En récupérant mes parents à l'aéroport, j'ai surpris mon mari au soi-disant en voyage d'affaires en train d'embrasser sa maîtresse. Mon père m'a tapoté l'épaule, « Chérie, donnons-lui une leçon qu'il n'oubliera jamais. » Je savais me tenir. Ce n'était pas une compétence que l'on pouvait apprendre dans un manuel. C'était un trait forgé par des années de travail au sein du département de contrôle financier d'une immense société de négoce basée à Paris. Dans mon monde, les chiffres ne mentaient jamais. Les gens, cependant, mentaient tout le temps. Maintenant, au début de la trentaine, j'avais les cheveux courts et foncés et des yeux gris perçants qui dégageaient une froideur particulière. Les gens le confondaient souvent avec de l'indifférence jusqu'à ce qu'il s'engage dans une conversation sérieuse avec moi. Ce n'est qu'alors qu'il réalisait que ce n'était pas du tout de l'apathie. C'était la patience profonde de quelqu'un qui savait exactement comment attendre le bon moment. J'avais passé 5 ans plongé dans des feuilles de calcul et des rapports financiers. Je pouvais repérer une anomalie dans un document de 100 pages en quelques minutes et je n'avais jamais élevé la voix lors d'une réunion, même lorsque mes collègues racontaient des absurdités. La direction me valorisait pour mon sang-froid. Mon mari, semblait-il, aussi. Dernièrement, cependant, j'avais remarqué que le mot « valoriser » était lentement remplacé par le mot « utiliser » dans l'esprit de mon mari, même s'il ne l'avait pas encore avoué à voix haute. Nous étions ensemble depuis 7 ans. Les 3 premières années furent merveilleuses. Après cela, les choses ressemblaient juste à une habitude. Puis, l'habitude commença à peser, mais je me persuadais que c'était juste le stress du travail. L'entreprise d'Antoine n'allait pas bien, le rendant constamment à cran. Ça passera, pensais-je. J'avais l'habitude d'excuser les défauts des autres en blâmant leurs circonstances. C'était une partie de ma nature et peut-être ma plus grande faiblesse. Antoine Renaud avait 7 ans de plus que moi. Il possédait une petite chaîne de magasins d'articles ménagers, 4 succursales dispersées dans différents quartiers de Paris, un entrepôt en banlieue, 2 gérants et une douzaine d'employés de vente. En apparence, il dégageait de la confiance. Il portait des costumes sur mesure, avait l'habitude de parler de projets futurs comme s'ils étaient déjà réalisés, et possédait la capacité d'entrer dans n'importe quelle pièce comme s'il en était le propriétaire. Pour les étrangers, c'était très efficace. Mais je savais ce qui se cachait derrière le rideau. Les conversations nocturnes sur les dettes croissantes, les silences pesants après les appels de la banque, l'irritation qu'il essayait de masquer par l'épuisement, savoir quelque chose ne signifiait pas le comprendre pleinement. Le tournant commença un mardi matin avec un SMS de ma mère. Sophie avait écrit tard le lundi soir. « Chérie, ton père et moi avons décidé de venir passer quelques jours. Vous nous manquez. Ton père dit qu'il n'est pas venu à Paris depuis longtemps et qu'il veut se promener dans ses anciens quartiers. » J'ai lu le message 2 fois, j'ai branché mon téléphone pour le recharger et j'ai fixé le plafond de ma chambre où je dormais seul depuis plusieurs nuits. Antoine était parti en voyage d'affaires. Mes parents venaient rarement. Après le départ à la retraite de mon père, ils avaient vendu leur maison en banlieue et s'étaient installés dans le sud de la France, achetant une petite propriété près de la Côte d'Azur, un rêve qu'ils avaient caressé toute leur vie. Mon père, Robert, détestait les tracas du voyage en avion, et ma mère détestait être un fardeau. S'ils avaient décidé de venir, cela signifiait qu'ils avaient vraiment le mal du pays. Ou peut-être sentaient-ils quelque chose. Sophie avait cette étrange intuition maternelle qui fonctionnait même à travers les frontières régionales et le silence radio. Je n'avais jamais parlé à mes parents de ma relation avec Antoine, pas une seule fois en 7 ans. Ce n'était pas par orgueil, mais par principe. Les affaires de famille restent à la maison. Maintenant, je commençais à penser que ce principe m'avait trop coûté. Antoine était parti pour son voyage d'affaires, portant un grand sac de sport, l'air d'un entrepreneur occupé. Il avait dit qu'il rencontrait des fournisseurs à quelques régions de là pour négocier un nouveau lot d'inventaire. Peut-être 3 jours, peut-être une semaine, avait-il dit. Il m'avait embrassé sur la joue, un mouvement rapide et habituel comme celui d'ouvrir une porte, avant de sortir et de monter dans son VTC. J'avais regardé depuis la fenêtre la voiture noire disparaître au coin de la rue. Je n'avais rien ressenti d'extraordinaire. Cela, en soi, aurait dû être un signal d'alarme, mais j'avais l'habitude d'attribuer mon insensibilité émotionnelle à la pur épuisement. J'ai envoyé un SMS à ma mère pour lui dire que je viendrais les chercher moi-même. Leur vol atterrissait à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle à 18h. J'ai quitté le travail tôt, me laissant amplement de temps pour les embouteillages de l'heure de pointe parisienne et le stationnement.
Le terminal 3 de Roissy était animé et chaotique à cette heure. Il sentait le café torréfié des kiosques voisins, bourdonnant de cette énergie nerveuse inexplicable, propre au lieu où les gens se disent adieu et se retrouvent simultanément. J'ai pris un café à emporter, me suis placé près des portes vitrées de la zone d'arrivée et j'ai attendu. Le tableau des vols indiquait que l'avion avait atterri. En 20 minutes, les passagers ont commencé à affluer. Pendant les premières minutes, j'ai simplement observé le flot de personnes avec leurs bagages à roulettes, leurs visages épuisés, leurs étreintes joyeuses, les enfants portés en l'air, les couples âgés marchant lentement et silencieusement parce qu'ils n'avaient plus besoin de mots. Je cherchais ma mère, une femme menue, impeccablement vêtue d'un manteau beige, et mon père, un homme grand et droit avec la posture distincte et inébranlable d'un ancien fonctionnaire municipal, un trait qu'il n'avait pas perdu même à la retraite. Mais ce ne furent pas les premiers que je vis. D'abord, j'ai reconnu une ligne d'épaule familière, puis le tour de tête caractéristique et enfin le visage. Antoine se tenait sur le côté du hall d'arrivée, légèrement à l'écart du flux principal de passants où il y avait moins de monde. Il ne regardait pas autour de lui. Il regardait une jeune femme se tenant juste à côté de lui. Elle avait les cheveux blonds, portait une veste en cuir courte et avait un sac de voyage en bandoulière. Elle était grande avec cette confiance naturelle frappante de quelqu'un qui était habitué à être regardé et qui en jouissait. Je ne la connaissais pas. Je ne l'avais jamais vue de ma vie, mais un seul regard suffit. Cette femme n'était ni une collègue ni une partenaire commerciale. La femme blonde a dit quelque chose à Antoine et Harry. Antoine s'est penché, lui a pris son sac de la main avec précaution à la façon dont on prend quelque chose de quelqu'un que l'on veut désespérément plaire et l'a embrassé. Pas sur la joue, sur les lèvres. Ce fut bref, mais il n'y eut aucune hésitation, aucune prudence. C'était le baiser de deux personnes qui s'appartenaient. Je n'ai pas bougé. Le café dans ma main est resté parfaitement immobile. Je suis resté figé, regardant mon mari, l'homme soi-disant hors de la région, négociant avec des fournisseurs, prendre la main d'une femme étrange et la conduire vers les portes de sortie. Ils marchaient côte à côte, leurs épaules se frôlant, et dans leurs mouvements, il y avait un rythme spécifique qui ne se forme pas du jour au lendemain. C'était la marche synchronisée de personnes intimement habituées à la présence de l'autre. Il portait son sac. C'était une chose si petite, mais c'était le détail qui faisait le plus mal. Antoine n'avait pas porté mes sacs ou fait quoi que ce soit de la sorte pour moi depuis très longtemps. Quelque chose a bougé profondément dans ma poitrine. Ce n'était pas une douleur aiguë immédiate. C'était une poussée sourde, presque physique. J'ai eu l'impression que le sol sous moi avait violemment basculé puis était revenu en place, mais mon équilibre interne était définitivement altéré. J'ai fait un pas en avant. À cet instant précis, une main lourde et chaude s'est posée fermement sur mon épaule. Chérie. C'était la voix de mon père, calme, profonde, dépouillée de toute émotion excessive. Je me suis retourné. Robert se tenait juste à côté de moi. C'était un homme à la fin de la soixantaine avec un dos droit et un visage qui, après des décennies de travail à la mairie de Paris, avait acquis un sang-froid spécifique et inébranlable qui ne pouvait être acheté ou feint. Il avait tout vu. Il avait tout compris. Il avait traité la situation avant même moi, ou du moins exactement au même moment. Je pouvais le sentir dans la poigne ferme de sa main, confiante, dénuée de tremblement. La poigne d'un homme qui venait de prendre une décision exécutive. À son époque, Robert avait supervisé les litiges fonciers de zonage et les politiques d'investissement pour la ville. Des centaines de personnes avec des plans d'affaires brillants et des agendas cachés étaient passées par son bureau. Il était un expert pour lire une personne dès la première conversation. Il y a 7 ans, quand Antoine Renaud est venu pour la première fois demander ma main, Robert avait regardé son futur gendre longtemps sans parler. Il n'avait pas objecté, mais il n'avait pas célébré non plus. Je pensais que mon père ne voulait tout simplement pas me laisser partir. Maintenant, je réalisais que mon père en savait simplement beaucoup plus qu'il ne le laissait paraître. Derrière lui se tenait ma mère, Sophie, menue, vêtue de son beige caractéristique. Elle ressemblait exactement à l'image que je m'en étais faite, mais elle me regardait avec une inquiétude particulière. Le genre que les mères essaient de cacher derrière un léger sourire, mais qu'elles ne peuvent jamais entièrement effacer de leurs yeux. Papa. J'ai commencé à parler, mais je n'ai pas reconnu ma propre voix. Elle était trop faible, trop fragile. Chérie, a répété mon père. Et dans ce seul mot, tout était contenu. La compréhension, la douleur partagée qu'il réprimait activement,
et quelque chose d'aussi solide que l'acier, une décision prise sans l'ombre d'un doute. Donnons-lui une leçon qu'il n'oubliera jamais. J'ai regardé à nouveau l'endroit où Antoine se tenait. Il était déjà près des portes automatiques, le dos droit, confiant. La femme blonde lui chuchotait quelque chose à l'oreille. Il souriait. Ils étaient passés à moins de 9 mètres de moi, et il n'avait pas jeté un coup d'œil par-dessus son épaule une seule fois. Il n'avait rien ressenti. Il n'avait pas senti sa femme, son beau-père, ou sa belle-mère. Aucune des personnes dont la simple proximité aurait dû déclencher des alarmes dans sa poitrine. C'était peut-être la réalisation la plus angoissante de toutes. Si tu t'approches de lui maintenant, dit mon père, sa voix un murmure bas et régulier, il te dira que c'est juste une collègue, une réunion d'affaires. Il te dira que tu es folle et que tu inventes des choses. Tu feras une scène publique. Il retournera la situation, fera de toi la femme hystérique, et il s'emparera du récit. Les hommes comme lui sont des maîtres en la matière. J'en ai vu des dizaines dans ma carrière. Ils se nourrissent des réactions émotionnelles des autres. C'est comme du carburant pour eux. J'étais silencieuse. J'ai regardé les deux silhouettes se fondre dans la foule près des portes vitrées et disparaître dans la soirée parisienne. Nous n'avons pas besoin d'un scandale, a poursuivi mon père d'un ton égal, comme s'il expliquait une simple question de logistique. Nous avons besoin d'une frappe précise au bon endroit au bon moment avec zéro bruit. Papa, ai-je finalement dit cette fois. Ma voix était beaucoup plus stable. Tu viens de descendre de l'avion. Exactement, a répondu Robert sèchement, me prenant par le coude. Alors, trouvons la voiture. Rentrons à la maison, prenons un bon dîner, et ensuite nous allons nous asseoir et avoir une conversation très calme, très sérieuse. Sophie m'a serré dans ses bras en silence. Pas une étreinte désespérée, juste une longue étreinte rassurante. Je n'ai pas pleuré. Debout au milieu du terminal d'arrivée bruyant de Roissy, j'ai senti quelque chose en moi commencer lentement, froidement à se réorganiser. Ce n'était pas un bris. C'était une restructuration. Comme un gratte-ciel méthodiquement démantelé étage par étage sans un seul explosif. Nous sommes partis par une autre sortie. Antoine et sa compagne étaient partis depuis longtemps. Je n'ai pas pris la peine de les chercher dans la file des taxis. J'ai trouvé mon SUV dans le parking, j'ai chargé les valises de mes parents dans le coffre et je me suis assise au siège du conducteur pendant quelques minutes. Ce coin du garage était principalement vide, éclairé seulement par une lumière fluorescente vacillante projetant une lueur jaune maladive. Savais-tu, a doucement demandé ma mère depuis le siège arrière. Non, ai-je dit. Et c'était la vérité. Il y avait eu des sentiments. Bien sûr. Le ton des derniers mois avait semblé étrange. Trop de SMS, je vais travailler tard. La façon dont il avait cessé de parler de son entreprise en détail et avait simultanément cessé de s'informer sur ma vie, mais je n'avais pas su parce que je n'avais pas voulu savoir. C'était une autre dure vérité que je m'autorisais à accepter pour la toute première fois. C'est bien que tu n'aies pas su, dit mon père depuis le siège passager. Cela signifie que tu n'as rien signé dans un accès d'émotion. Je l'ai regardé. Qu'est-ce que tu veux dire? Nous en parlerons demain. Pour l'instant, conduis. Personne n'a parlé pendant le trajet de retour. Mon père a regardé par la fenêtre alors que nous rejoignions le périphérique, observant la silhouette de la ville approcher. Il n'était pas venu à Paris depuis des années, mais il ne la regardait pas avec nostalgie. Il la sondait avec les yeux calculateurs d'un auditeur, évaluant un actif en difficulté. De l'arrière, ma mère a posé une main silencieuse sur mon épaule, resserrant légèrement sa prise chaque fois que la voiture prenait un virage serré. J'ai conduit en douceur, m'arrêtant à chaque feu rouge une fois que nous avons atteint le quadrillage de la ville, m'émerveillant de la normalité avec laquelle cette journée avait commencé. Café, email d'entreprise, une liste de courses, des projets pour préparer un rôti de bœuf pour mon père. Lorsque nous sommes arrivés au parking de mon immeuble, mon téléphone a vibré. Un SMS d'Antoine. Salut, dîner avec les associés. Réunion demain matin. Je t'appelle après. Bisous. J'ai lu. J'ai glissé le téléphone dans mon sac, suis sorti de la voiture et j'ai ouvert le coffre. Je m'en occupe, dit mon père. D'accord, ai-je répondu. Robert a saisi les deux lourdes valises et s'est dirigé vers les ascenseurs. Le dos droit, les pas mesurés.
son expression était si complètement illisible que personne n'aurait pu deviner qu'il y a à peine une heure, il avait été témoin de quelque chose qui avait fondamentalement altéré sa perception de son gendre de fond en comble. Antoine a appelé mercredi soir vers 20h. Je venais de finir de débarrasser la table. Ma mère faisait la vaisselle à l'évier tandis que mon père était assis dans le fauteuil près de la fenêtre du sol au plafond, buvant du café et lisant quelque chose sur son téléphone. Quand le nom d'Antoine a clignoté sur l'écran, je me suis figé une fraction de seconde. Puis j'ai décroché et je suis allé dans le couloir, fermant doucement la porte derrière moi. Je me suis appuyé contre le mur et j'ai pressé le téléphone contre mon oreille. « Salut », a dit Antoine. Il avait l'air fatigué, mais comme un homme qui ne faisait que supporter un lourd fardeau. « Comment ça va là-bas ?»« Bien », ai-je répondu d'une voix égale. « Comment se passent les réunions ?»« Les fournisseurs sont difficiles. Ils traînent les pieds. Nous ne parvenons pas à nous entendre sur un prix. Cela va probablement prendre un jour ou deux de plus. Je suis épuisé. » Il a marqué une pause. « Je te manque ?» « Je gère », ai-je dit. Ma voix n'était ni plus chaude ni plus froide qu'elle ne l'avait été ces derniers mois. C'était exactement comme je lui avais parlé dernièrement pendant cette phase où rien de ce que nous nous disions ne constituait une véritable conversation. Juste un échange de phrases formelles vides. J'ai écouté sa voix et j'ai réalisé avec quelle facilité il mentait. Aucun bégaiement, aucune hésitation, aucune tension sous-jacente. Il sonnait comme un homme qui faisait cela depuis très longtemps. Il y était complètement habitué. « D'accord, je t'appelle demain. »« Bonne nuit. »« Bonne nuit », ai-je répondu et j'ai raccroché. Je suis resté dans le couloir sombre, serrant mon téléphone. Il n'avait pas demandé comment s'était passée ma journée. Il n'avait pas demandé ce que j'avais mangé pour le dîner ni si quelque chose d'intéressant s'était produit. Il n'avait rien demandé du tout. Il avait simplement coché une case sur sa liste de tâches mentales. Appeler la femme, fermer l'onglet. J'ai glissé le téléphone dans ma poche et je suis retourné à la cuisine. Lui, a doucement demandé ma mère, sans lever les yeux de l'eau savonneuse. Lui, ai-je confirmé, attrapant un torchon. Mon père n'a rien demandé. Il avait tiré ses conclusions il y a longtemps. Sophie a fermé le robinet et s'est retournée pour me regarder. Elle m'a regardé longtemps sans dire un mot. Puis elle m'a simplement serré dans ses bras, une étreinte courte, serrée, férocement maternelle. Et puis elle m'a lâché. Parfois, c'est la seule chose qu'une mère peut faire et exactement ce dont on a le plus besoin. Je n'ai pas pleuré. Pas pour la première fois en ces 2 jours et non pas parce que je n'avais pas de raison de le faire, mais parce que les larmes exigeaient un abandon de contrôle. Et je n'étais pas prête à lâcher mon contrôle tout de suite. Pas maintenant. Je suis allé dans la salle de bain principale et j'ai éclaboussé mon visage d'eau froide. Je me suis regardé dans le miroir. 34 ans. 7 de ces années passées avec un homme que, finalement, je ne connaissais pas du tout. Ou peut-être que je savais, mais j'avais simplement refusé de reconstituer les pièces du puzzle parce que j'étais terrifié par ce que l'image finale montrerait. L'eau gouttait de mon menton. La femme dans le miroir me regardait avec un regard perçant et des lèvres serrées. Je n'étais pas brisé. Je rassemblais mes forces. Le lendemain matin, jeudi, avant que je ne me prépare pour le travail, mon père m'a demandé de m'asseoir avec lui 1 minute. Nous étions seuls dans la cuisine. Sophie n'était pas encore sortie de la chambre d'amis. Robert parlait d'une voix égale, comme une personne parle de sujets de grande importance qui ne nécessitent aucune interférence émotionnelle. Pas de préambule. « L'appartement est à ton nom », a-t-il commencé. « Oui », ai-je dit. C'était la chose la plus intelligente que nous ayons jamais faite. Ton cadeau. L'acte de propriété m'a été transféré. Propriété exclusive. Juste moi. Le nom d'Antoine figure-t-il sur des documents liés à la propriété? Le titre, une 2e hypothèque, une procuration? Non. Son adresse enregistrée est ici, mais il n'est répertorié nulle part comme propriétaire. Mon père a hoché la tête brièvement comme un homme voyant une théorie préexistante confirmée. As-tu signé quoi que ce soit l'année passée aux garanties, consentement à une hypothèque, procuration, demande de prêt conjoint? J'ai secoué la tête. Il a essayé de faire pression plusieurs fois, il n'arrêtait pas de parler de refinancer son entreprise, d'obtenir un prêt conjoint. Il disait que les conditions seraient meilleures avec 2 revenus,
que les banques seraient plus indulgentes. Il y a quelques mois, il a même suggéré de contracter un prêt hypothécaire sur valeur nette immobilière sur l'appartement juste comme une étape technique pour un prêt relais de 2 ou 3 mois, mais j'ai toujours repoussé. Je lui ai dit que je voulais d'abord comprendre les documents, que j'avais besoin de consulter un conseiller indépendant. Il s'énervait, mais il ne m'a jamais forcé ouvertement. Il s'est retenu. Dieu merci, tu as tardé, dit mon père, posant sa tasse de café sur le comptoir en granit. Il ne s'agit pas seulement de finances familiales négligées, Céleste. C'est une stratégie, délibérée et calculée. Je l'ai regardé. Es-tu sûr? Pas entièrement, mais je le serai bientôt. Il a sorti son téléphone. J'ai un ancien collègue en qui j'ai confiance depuis des décennies, David Lefebvre. C'est un consultant financier. Il comprend la dette d'entreprise, les risques de crédit et les mécanismes de faillite mieux que la plupart des analystes bancaires avec lesquels j'ai traité à la mairie. Je vais lui demander de faire une vérification des antécédents de l'entreprise de ton mari. Renseignements de sources ouvertes, dépôt d'entreprise légalement disponible, seulement ce qui est là pour quiconque y prête attention. Papa, ai-je dit doucement. Tu viens d'arriver il y a 2 jours. Oui, a-t-il acquiescé sans aucune trace de sarcasme. Mais je ne te connais pas depuis seulement 2 jours. Et je n'ai pas observé cet homme depuis seulement 2 jours non plus. Même depuis le sud de la France, même sans connaître les détails, j'ai eu le temps de réfléchir. Quelque chose chez lui me déplaisait dès le début. Dès la nuit où il est venu se présenter. J'ai gardé le silence. Je ne voulais pas interférer. Aujourd'hui, je regrette de l'avoir fait. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à protester. Il est inutile de se disputer avec son propre passé. David Lefebvre est arrivé vendredi après-midi. J'avais délibérément pris une demi-journée de congé, rester au bureau et faire comme si tout allait bien était possible, mais épuisant. J'avais passé la matinée en pilote automatique, ouvrant des feuilles de calcul, vérifiant des chiffres, répondant à des emails. Mes collègues n'avaient rien soupçonné. Mais à midi, je savais que si je restais dans mon bureau jusqu'à 17 heures, je m'effondrerais sous le poids de mon propre silence. David était un homme trapu et discret, à la fin de la quarantaine, portant une chemise boutonnée bleu clair sans cravate. Il portait un dossier en cuir sous le bras et se comportait comme un homme qui n'avait absolument rien à prouver. Ses résultats parlaient d'eux-mêmes. Il nous a salués brièvement, s'est assis à la table de la salle à manger et est allé droit au but. Il a ouvert le dossier. Je me suis assise en face de lui et j'ai écouté. La chaîne de magasins d'Antoine Renault était composée de 4 emplacements sur le papier. Une petite entreprise en activité avec des flux de trésorerie. En réalité, c'était une structure creuse soutenue non pas par des revenus réels, mais par un jeu de coquilles continu consistant à couvrir une obligation par une autre. 2 grands fournisseurs en gros avaient des factures gravement en retard, et les négociations pour une prolongation stagnaient. Sa ligne de crédit commercial avec la banque était pratiquement au maximum. Le peu qui restait s'évaporait. L'entrepôt de banlieue qu'il louait bénéficiait d'un tarif privilégié qui expirait dans 2 mois, et le propriétaire avait déjà signalé qu'il ne renouvellerait pas aux anciennes conditions. De plus, David a mentionné des négociations en cours avec un investisseur providentiel qu'Antoine courtisait depuis des semaines. L'investisseur ne s'était pas encore engagé. Ils exigeaient plus de documents, prolongeant la due diligence. Serait-ce juste une période difficile, ai-je demandé. David a secoué la tête. Une période difficile, c'est quand vous êtes temporairement en manque de liquidité, mais que vous avez un pipeline solide et des réserves financières. C'est différent. Le fait est qu'il n'y a pas de réserve ici, pas de coussin financier, et pas de stratégie viable pour générer des profits. L'entreprise survit purement en attirant de nouveaux fonds pour rembourser d'anciennes dettes. Cela ne fonctionne que jusqu'au moment précis où un créancier refuse d'attendre. Alors tout le château de cartes s'effondre incroyablement vite et c'est irréversible. Comprend-il cela lui-même, a demandé Robert. Il le doit, a répondu David. Un homme qui dirige une entreprise pendant des années voit ses propres bilans. La question n'est pas de savoir s'il sait qu'il va couler. La question est de savoir ce qu'il compte faire à ce sujet. Et d'après ce que Céleste vient de me dire, il m'a regardé, son expression entièrement professionnelle, dénuée de pitié inutile. Il prévoit de boucher les trous en utilisant les actifs de sa femme en faisant de vous une garante, en retirant des capitaux propres de cet appartement,
ou en contractant un prêt conjoint contre votre salaire d'entreprise, probablement une combinaison des trois. La pièce est tombée dans un silence de mort. Dehors, la ville bourdonnait, le son faible des sirènes sur une artère principale de Paris, de la musique d'une fenêtre ouverte en face. Un après-midi parisien ordinaire et humide, entièrement inconscient de l'implosion qui se produisait à l'intérieur de l'appartement. J'ai regardé les imprimés et les chiffres éparpillés sur la table. Pendant très longtemps, j'avais pensé que son insistance concernant nos finances n'était que sa maladresse pour demander de l'aide. Je pensais que sa pression était née de la fierté masculine et de la honte. Maintenant, ces chiffres mettaient à nu ce que ces mots avaient si habilement dissimulé. Il n'y avait pas de honte. Il n'y avait qu'une stratégie. Calculée, séquentielle, impitoyable. L'appartement est-il en danger, ai-je demandé. Non, a fermement déclaré mon père. Tu n'as rien signé. La propriété t'appartient légalement par un acte de donation avant le mariage. C'est un bien propre, pas un bien commun. Dans une procédure de divorce, il ne peut pas y toucher à moins de pouvoir prouver un mélange de fonds, ce qu'il ne peut pas faire. Ta position sur l'appartement est inattaquable. Je vérifierai les nuances avec un avocat spécialisé en droit de la famille en France, a ajouté David. Mais Robert a raison. Vous n'avez rien à craindre de ce côté-là. Quelle est la prochaine étape, ai-je demandé. Mon père et David ont échangé un bref regard comme deux généraux ayant déjà finalisé le plan de bataille. Pas de mouvement brusque, a dit Robert. Tu agis complètement normalement à la maison. Ne lui donne aucune indication que tu l'as vu à Roissy. Ne signe pas un seul document sous quelque prétexte que ce soit. Continue simplement à faire exactement ce que tu as fait ces derniers mois et attends. Attends quoi? Attends que sa situation atteigne une masse critique, a répondu David d'une voix égale. Cela va arriver en quelques semaines. Pas beaucoup plus longtemps. Nous n'avons pas besoin d'inventer ou de fabriquer quoi que ce soit. Tout ce que nous avons à faire est de nous assurer que la vérité nue est vue par les gens qui ont fermé les yeux. Ces créanciers, ces fournisseurs, cet investisseur providentiel potentiel. S'ils reçoivent des informations précises et vérifiables sur son profil de risque, ils prendront leurs propres décisions. Personne n'est obligé de financer un navire en perdition. Est-ce légal, ai-je demandé. Parfaitement légal, a dit mon père. Pas d'extorsion, pas de chantage, pas de coups bas. Nous travaillons simplement avec ce qui existe déjà. Ces passifs sont réels. Nous ne les avons pas créés. Nous allons juste cesser de l'aider à les cacher. Je suis restée silencieuse. J'ai regardé mon père. Cet homme qui était venu et qui, en moins de 48 heures, avait diagnostiqué et démantelé l'illusion que j'avais passé des années à refuser de regarder, non pas parce que j'étais aveugle, mais parce que j'avais choisi de croire en mon mari. C'est ce qui arrive quand on partage sa vie avec quelqu'un. On résiste activement à l'idée de penser le pire de lui. Ce n'était pas de la stupidité. C'était juste le lourd prix d'une confiance mal placée. D'accord, ai-je finalement dit. Je ferai exactement ce que tu dis. Ma mère a apporté un plateau de café. Elle a posé les tasses sans faire d'histoire et s'est assise à côté de moi. Elle n'a pas dit un mot. Elle était juste là, de cette manière inconditionnelle que seules les personnes qui vous aiment vraiment peuvent être. Il commençait à faire sombre dehors. La ville passait à son rythme habituel du soir. Les phares balayaient le trottoir, la lueur des lampadaires, le murmure lointain du centre-ville. Rien n'avait changé dehors. À l'intérieur de moi, cependant, quelque chose avait finalisé son changement structurel. La douleur n'avait pas disparu. Elle était là, sous mes côtes, sourde et constante. Mais elle n'était plus la force motrice. La force motrice était maintenant quelque chose de complètement différent. Froide, hyper concentrée, résolue. Cela ressemblait à une préparation. Antoine est revenu samedi soir. Il avait l'air de bonne humeur. Il a posé son sac de week-end en cuir près de la porte, projetant l'aura d'un homme qui venait de réussir une série de négociations épuisantes mais très fructueuses. Je l'ai rencontré dans le foyer. Mes parents étaient déjà partis, exactement comme prévu. Nous n'avions pas besoin de témoins supplémentaires pour la phase initiale. Laissons l'illusion de la normalité persister. Tu m'as manqué, a dit Antoine, me tirant dans une étreinte. Tu dois être épuisé, ai-je répondu. Je ne me suis pas défaite. Je suis restée droite,
permettant l'étreinte, surprise de la facilité avec laquelle cela se faisait. Je pensais que si je découvrais un jour que j'étais trahi, je ne pourrais même pas regarder la personne sans trembler. Mais je pouvais le faire maintenant parce que je le regardais à travers une lentille complètement différente. Non pas comme un mari, mais comme une entité hostile que je devais observer attentivement jusqu'à ce qu'il soit temps de frapper. C'était un détachement clinique, presque professionnel, comme regarder une anomalie complexe dans un audit financier qui devait être résolu avec soin, sans faille, sans une seule erreur. Pendant la première semaine après son retour, Antoine a été calme. Il rentrait de son bureau, laissant tomber des bribes de nouvelles commerciales comme un homme habitué à une femme qui n'était pas profondément impliquée. J'écoutais. J'ai remarqué les pauses éloquentes que j'avais auparavant négligées. J'ai remarqué avec quelle expertise il évitait les détails spécifiques chaque fois que l'argent était mentionné. Je règle juste quelques trucs. Les flux de trésorerie sont serrés ce trimestre, mais nous tournons un coin. C'était la rhétorique d'un homme qui achetait désespérément du temps. Pendant ce temps, David Lefebvre travaillait discrètement, méthodiquement, silencieusement. Le premier domino à vaciller fut l'un des principaux fournisseurs, un grand distributeur en gros avec lequel Antoine avait travaillé pendant 3 ans. Grâce à son vaste réseau de contacts d'affaires parisiens, David s'est assuré subtilement que le directeur régional du distributeur entendit des rumeurs sur la solvabilité douteuse de la chaîne de magasins d'Antoine. Il a simplement suggéré qu'il pourrait vouloir consulter un rapport de crédit mis à jour avant d'approuver la prochaine prolongation de délai de paiement. Le directeur régional était un homme pragmatique. Il était dans la vente en gros depuis longtemps et avait vu de nombreux empires de la vente au détail s'effondrer du jour au lendemain. Il n'a pas eu besoin de beaucoup de persuasion. Un indice a suffi. Il a exigé des états financiers audités mis à jour d'Antoine. Antoine a fourni des documents qui semblaient corrects en surface, mais sous le nouveau regard scrutateur, ils ont révélé exactement ce que David avait vu, des lacunes béantes couvertes par des prolongations à court terme. Le fournisseur a pris une décision rapide. Il a révoqué la prolongation et a exigé un paiement anticipé de 50% pour la prochaine expédition. Pour Antoine, cela signifiait une pénurie immédiate et paralysante de fonds de roulement au pire moment possible. Le deuxième domino fut le propriétaire de l'entrepôt. David ne l'a pas appelé directement. Il a juste fait quelques enquêtes par l'intermédiaire de courtiers immobiliers en banlieue, et l'information a naturellement trouvé son chemin jusqu'au propriétaire. Le propriétaire, un gestionnaire de propriété commerciale prudent, a brusquement abordé le renouvellement du bail 1 mois plus tôt. Il a exposé les nouvelles conditions, taux du marché actuel, pas de réduction héritée. Antoine a essayé de négocier, promettant croissance et stabilité, mais sans preuve financière, ses mots sonnaient creux. Simultanément, l'investisseur providentiel qu'Antoine courtisait depuis plus d'1 mois, a ordonné un audit forensique indépendant de l'entreprise. C'était une due diligence standard pour un investisseur, mais maintenant il cherchait spécifiquement des signaux d'alarme. L'audit a révélé exactement ce que tout professionnel impartial trouverait. Surendettement extrême, lacunes catastrophiques dans les flux de trésorerie et une dépendance insoutenable au cycle de la dette. L'investisseur a mis la pause. Et la pause a traîné. Tout cela ne s'est pas produit en un seul jour ou même une seule semaine. Près de 3 semaines se sont écoulées depuis le retour d'Antoine de son voyage avant que la pression ne commence vraiment à l'écraser. Et c'est alors que ses conversations sur l'argent ont changé. Au début, c'était subtil, presque occasionnel. Nous dînions un mercredi soir. Antoine parlait de problèmes de chaîne d'approvisionnement. Puis, comme si c'était une idée après coup, il a dit, « Tu sais, nous n'avons jamais vraiment consolidé nos actifs en couple. Peut-être devrions-nous combiner nos efforts. » « Qu'est-ce que tu veux dire ?» ai-je demandé, sans lever les yeux de mon assiette. « Eh bien, dans les affaires, tu sais comment ça se passe. Mais nous sommes une famille. Nous sommes dans le même bateau. J'ai ma propre carrière, ai-je dit doucement. Je suis une employée d'entreprise, Antoine, pas une entrepreneur. Antoine a hoché la tête et a clos le sujet pour la nuit. Mais 3 jours plus tard, il est revenu à la charge. Cette fois, il était plus spécifique. Il a mentionné une excellente opportunité de refinancer un prêt d'entreprise à taux d'intérêt élevé, mais la banque avait besoin d'un co-signataire avec des revenus salariaux pour obtenir le taux plus bas. C'est purement une formalité technique, a-t-il expliqué en douceur. Zéro risque réel pour toi, juste une signature sur la ligne pointillée. Non, ai-je répondu tout aussi calmement. Comme je l'ai toujours dit,
je ne signe pas de documents de prêt sans conseil juridique indépendant. C'est ma limite. Tu sais de quoi il s'agit, Céleste. Pourquoi avons-nous besoin d'avocats? C'est une affaire de famille. C'est précisément pourquoi elle a besoin d'un avocat. Les affaires de famille exigent la plus grande prudence. Il est resté silencieux. Il m'a regardé avec une expression que j'avais appris à lire parfaitement au cours du dernier mois. Une irritation profonde masquée par un effort forcé pour maîtriser sa colère. Il n'avait pas encore réalisé que j'avais changé. Il pensait que j'étais simplement ma personne têtue habituelle, et il supposait que sa prochaine tactique me briserait. Il a visé l'appartement. Une semaine plus tard, il s'est lancé dans un long discours patient, intensément persuasif. Il avait trouvé une banque offrant un programme de prêt relais. S'ils utilisaient les capitaux propres de l'appartement comme garantie, ils pourraient obtenir une injection massive de liquidités. 6 mois maximum, jura-t-il. Je rembourse la dette à taux d'intérêt élevé. Le privilège est retiré de la propriété. Tout est propre. Il a livré ce discours un soir alors que nous étions assis dans le salon. Il parlait avec la cadence mesurée d'un acteur livrant un monologue bien répété. J'ai écouté. Je n'ai pas interrompu. Je l'ai laissé terminer chaque phrase. L'appartement n'est pas exposé au risque de ton entreprise, ai-je dit quand il s'est finalement arrêté. C'est ma propriété propre. Je la possédais avant notre mariage, et elle restera la mienne, peu importe ce qui arrive à ton entreprise. Tu me parles comme si tu ne me connaissais même pas, a-t-il dit, un vif ressentiment transparaissant dans sa voix. C'était cette blessure manipulatrice spécifique conçue pour faire culpabiliser l'autre personne. Je te parle comme quelqu'un qui lit réellement les petits caractères avant de signer, ai-je répondu. Antoine s'est levé du canapé et a commencé à faire les 100 pas dans le salon. Je ne l'ai pas suivi des yeux. Je suis resté fixé sur le magazine sur mes genoux. Je pouvais sentir son regard brûlant sur moi, mais je n'ai pas levé la tête. C'était aussi une compétence que j'avais affûtée. Ne pas alimenter sa réaction. Le priver du conflit qu'il désirait. Pendant que cette guerre silencieuse et sanglante faisait rage à l'intérieur de l'appartement, j'ai appelé mes parents plusieurs fois par semaine. « Comment tiens-tu le coup » a demandé ma mère un soir. « Je gère » ai-je répondu. « C'est difficile » ? Oui, mais pas de la manière que j'attendais. J'ai fait une pause, cherchant les bons mots. Tu sais ce qui est le plus étrange ? Je n'ai même pas envie de pleurer. Je veux juste que ça se termine. Je veux que les choses rentrent dans l'ordre. Elles le seront, a dit Sophie doucement. Pendant ces temps, je me suis convaincu que tout était normal, qu'il était juste stressé, que les affaires étaient difficiles, que nous traversions juste des épreuves comme n'importe quel autre couple. Mais la vérité est que je ne voulais tout simplement pas me poser les vraies questions parce que j'étais terrifié par les vraies réponses. Ce n'est jamais de ta faute d'avoir choisi de faire confiance à quelqu'un, m'a dit ma mère. J'ai levé les yeux au plafond. Je sais, mais je n'aurai plus jamais peur des réponses. Ma mère n'a rien ajouté. Elle a juste acquiescé. À travers tout cela, je n'ai jamais donné à Antoine le moindre indice que je savais pour l'aéroport. Aucun soupçon subtil, aucun regard insistant, aucune remarque sarcastique. Il y a eu des moments où j'ai désespérément voulu le lui crier, surtout quand il agissait de manière particulièrement arrogante, ou quand il entrait dans le bureau à domicile pour prendre un appel téléphonique chuchoté, supposant que je ne pouvais pas l'entendre. Mais chaque fois que l'envie montait dans ma gorge, je me souvenais de la voix de mon père à Roissy. Une frappe précise, pas de scandale, alors j'ai tenu ma langue. Catherine Dubois, quant à elle, sentait aussi un changement, bien que de nature très différente. Antoine l'appelait moins fréquemment, et le rendez-vous clandestin dans les hôtels chics du centre-ville avait diminué. Il n'arrêtait pas de lui promettre que les choses allaient être finalisées, que tout allait s'arranger, qu'elle devait juste être un peu plus patiente. Catherine a attendu. Elle était jeune, très attirante et possédait une métrique très simple pour lire les hommes. A-t-il de l'argent ou non ? Antoine avait de l'argent, ou plutôt l'illusion convaincante de l'argent. Mais les fissures dans cette illusion devenaient de plus en plus évidentes. Elle a remarqué à quel point il était irritable. Elle a remarqué qu'il avait cessé de faire de grandes promesses sans effort sur leur avenir, la confiance même qu'il avait attirée vers lui en premier lieu. Maintenant, sa voix portait le ton distinct d'un homme qui mendiait un délai. Il ne la suppliait pas directement,
mais il prenait un peu plus de temps pour répondre aux SMS. Parfois, il ne répondait pas du tout avant le lendemain. Antoine a remarqué qu'elle s'éloignait, et cela le mettait en rage, mais il avait les mains liées. Ses atouts étaient partis, et il n'en avait plus de nouveau à jouer. Catherine n'était pas pressée de faire une sortie dramatique. Elle avait l'habitude d'attendre que la poussière retombe pour voir où elle en était, mais intérieurement, elle avait déjà pris sa décision. À la fin de la 3e semaine, David a appelé Robert. L'investisseur providentiel s'était officiellement retiré. Pas de bataille dramatique en salle de conférence, pas de pont brûlé, juste un email formel. Sur la base de notre examen des données financières, nous ne jugeons pas prudent de procéder à un investissement à ce stade. Poli et définitif. Pour Antoine, ce fut un coup de massue dévastateur. L'investisseur avait été sa bouée de sauvetage. Cette injection de liquidité était censée boucher les fuites les plus critiques et lui acheter du temps pour manœuvrer. Sans cet argent, le récit élaboré qu'il avait construit au cours des derniers mois où les négociations, les promesses, les retards s'étaient évaporés dans l'air. Je l'ai découvert un jeudi. Mon père a appelé et m'a transmis la nouvelle. Alors, c'est proche, ai-je demandé. C'est imminent, a confirmé Robert. David dit peut-être une semaine et demie au maximum. Quand un investisseur se retire, cela déclenche une réaction en chaîne. L'information circule vite dans le secteur commercial parisien. Tout le monde panique et se précipite pour récupérer ce qui lui est dû. Cela déclenche un effondrement qu'il ne peut pas arrêter de l'intérieur. Que lui reste-t-il? Des dettes, a dit mon père sans ambages. Et un besoin désespéré de trouver quelqu'un d'autre pour les payer. Son dernier recours sera toi, ton appartement, ton salaire. La conversation qu'il va entamer dans les prochains jours sera la plus agressive à ce jour. Sois prête. Je suis prête, ai-je dit et j'ai raccroché. Au cours des jours suivants, Antoine a erré dans l'appartement comme un homme avec une côte cassée, souffrant immensément, mais incapable de décider s'il devait admettre qu'il était blessé. Je l'observais avec le détachement glacial que j'avais perfectionné. Il a complètement cessé de parler de son entreprise. Dans le passé, même les mauvais jours, il pouvait toujours inventer un récit positif, inventant une raison alambiquée pour laquelle un paiement massif était imminent. Maintenant, il n'y avait que le silence. Et ce silence était plus assourdissant qu'une sirène. Lundi, il n'est même pas allé au bureau avant midi. Il était assis à l'îlot de la cuisine, fixant son téléphone, défilant, tapant un message frénétique, le supprimant, défilant à nouveau, les mouvements de doigts inutiles et nerveux d'un homme cherchant frénétiquement une porte de sortie qui n'existait pas. Je partais travailler à 8 heures. Je l'ai regardé en versant mon café dans une tasse de voyage et en boutonnant mon trench coat. Antoine m'a regardé. « Tu travailles tard ce soir ?» a-t-il demandé. « Je ne sais pas » ai-je répondu. « Cela dépend de la charge de travail. » Il a hoché la tête et a baissé les yeux vers l'écran. Mercredi, David m'a envoyé un SMS. Juste une brève mise à jour. La banque a officiellement informé Antoine qu'elle ne renouvelait pas sa ligne de crédit commercial. Ce n'était pas seulement un coup dur. C'était le coup de grâce. Sans ligne de crédit, il n'y avait pas de fonds de roulement. Sans fonds de roulement, il n'y avait pas d'inventaire. Sans inventaire, il n'y avait pas de revenus pour couvrir ses frais généraux déjà étouffants. J'ai lu le SMS à mon bureau, dans mon bureau du centre-ville. J'ai posé le téléphone face vers le bas et je suis retourné au rapport trimestriel que j'auditais. J'ai terminé une page, puis une autre. Puis je me suis levé, je suis allé à la salle de pause, je me suis versé un verre d'eau et je suis resté à la fenêtre pendant 1 minute entière. J'ai regardé les rues de Paris, les voitures, les piétons, les marchands ambulants. Un après-midi parfaitement ordinaire dans la ville, rien de spécial. Ce soir-là, Antoine est rentré vraiment brisé pour la première fois. Il est entré en silence. Il a jeté ses clés sur la console de l'entrée, et elles ont clatré sur le parquet. Il ne les a pas ramassées. Il est allé directement dans le salon, m'a complètement ignoré et s'est effondré sur le canapé. Il n'a pas enlevé sa veste de costume. Il est juste resté là, la tête baissée, fixant le tapis. Je me tenais dans l'embrasure de la cuisine, l'observant, attendant. À 37 ans, Antoine Renaud était habitué à projeter une version très spécifique de lui-même au monde. Le type qui contrôlait,
Le type qui avait toujours un plan de secours, un pivot astucieux, un argument infaillible. Cette image lui avait procuré sa possession la plus précieuse, le sentiment d'avoir toujours une longueur d'avance sur tout le monde. Maintenant, en le regardant, je voyais un homme qui était à court d'étapes. Plus de pivots, juste une montagne de dettes et un compte bancaire à découvert. Que s'est-il passé? La banque, ai-je demandé, sans élever la voix, a complètement retiré la ligne de crédit. Je comprends, Antoine, ai-je dit, ma voix parfaitement plate. Antoine a brusquement relevé la tête. Quelque chose dans mon ton a allumé une étincelle en lui. C'était trop calme, trop égal, complètement dépourvu de pitié. Tu comprends, a-t-il répété. C'est tout ce que tu as à dire? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Il s'est levé. Il a commencé à faire les 100 pas dans la pièce, ses mouvements erratiques, frénétiques, comme un homme qui avait besoin de donner un coup de poing juste pour empêcher sa propre peau de se déchirer. Céleste, j'ai besoin de ton aide, pour de vrai cette fois. Regarde-moi. Nous devons utiliser l'appartement. 6 mois. Je retire l'argent. Je rembourse les créanciers les plus agressifs. Je négocie de nouvelles conditions avec les fournisseurs. Je trouve un nouveau bailleur de fonds. J'ai juste besoin d'un tremplin. Non, ai-je dit, tu n'y penses même pas. J'y pense depuis longtemps. La réponse est non. Antoine s'est arrêté net devant moi. Il m'a regardé longtemps comme s'il regardait une étrangère portant le visage de sa femme. Alors, tu vas juste me laisser couler? Non. Je refuse simplement de m'attacher à ton navire en perdition. Ce sont deux choses différentes. Tu es ma femme. C'est précisément pourquoi je ne suis pas garante de tes dettes d'entreprise. Je me suis retourné et je suis retourné vers la cuisine. Il m'a suivi. Je me tenais calmement près de l'îlot de marbre, immobile. Je pouvais sentir la chaleur émanant de lui, la fureur palpable, et je ne lui offrais absolument rien en retour. C'était peut-être la tactique la plus dévastatrice de toutes, le refus absolu d'engager. Le refus de jouer le rôle de l'épouse hystérique et émotionnellement investie. J'ai besoin de capital, a-t-il finalement grogné. Le masque était entièrement tombé. La persuasion charmante avait disparu. Ce n'était qu'une exigence brutale claquée sur le comptoir. Tu travailles. Tu as un excellent crédit et un salaire élevé. Prends un prêt personnel. Non. Ils t'approuveront pour un montant énorme. Non, Antoine. C'est notre famille, a-t-il crié, sa voix se brisant comme un fouet. Pour la première fois de toute la conversation, il a complètement perdu son sang-froid. Tu ne peux pas juste rester là et regarder tout ce que j'ai construit s'effondrer. Je ne l'ai pas construit, ai-je dit doucement. Et cela ne s'effondre pas aujourd'hui. Et ce n'est pas à cause de la banque. Il s'est figé. Il m'a regardé avec l'expression paniquée d'un homme réalisant que le sol sur lequel il se tenait était en fait une trappe. Mais c'était trop tard. Qu'est-ce que ça veut dire, bon sang, a-t-il demandé, sa voix tombant dans un murmure dangereux. Ça veut dire que ton entreprise est fondamentalement brisée depuis bien plus longtemps que ces derniers mois, ai-je répondu, ma voix froide et stable. Et tu le sais mieux que moi. Antoine n'a pas répondu. Il est retourné lentement au canapé et s'est assis. L'énergie maniaque et agressive qu'il avait animée il y a quelques secondes a complètement disparu. Il avait l'air dégonflé. Il est resté longtemps silencieux. Quand il a finalement parlé, sa voix était dépourvue de toute trace de colère. Elle semblait presque désinvolte, empreinte d'un sentiment de droit. Bien, laissons tout brûler. Peu importe. Nous vivrons juste de tes économies et vendrons tes bijoux. Tes parents t'ont acheté suffisamment de diamants au fil des ans. Tu es ma femme. Tu es obligé de soutenir ton mari quand les choses vont mal. C'est quoi le code du coffre déjà? Je suis resté absolument immobile, le fixant. Je ne savais pas exactement à quoi je m'attendais, mais ce n'était certainement pas ça. Ce n'était pas la distillation grotesque et simpliste de ce que je représentais réellement pour lui après 7 ans. Pas une partenaire, pas l'amour de sa vie, une police d'assurance, une option de repli, une ligne dans un tableau à liquider en cas d'urgence. J'avais pensé que l'entendre me briserait. J'avais pensé que cela déclencherait un raz-de-marée de chagrin que je ne pourrais contenir. Mais il n'y avait pas de chagrin. Il n'y avait pas de vague.
Il n'y avait que la réalisation aveuglante et limpide qui survient lorsque la question finale trouve enfin sa réponse. Pendant 7 ans, je m'étais convaincu que j'étais marié à un homme juste fatigué, juste stressé, juste portant trop de poids. Maintenant, je le voyais exactement tel qu'il était. Il n'essayait même plus de le cacher parce qu'il ne pensait pas en avoir besoin. Le dernier lien fragile me reliant au passé s'est rompu et s'est dissous dans le néant. Pas de douleur, pas d'amertume. D'accord, ai-je dit. Je t'entends. Je suis allé à la cuisine, j'ai refermé la porte derrière moi et je suis resté près de l'évier pendant quelques minutes. J'ai regardé par la fenêtre. Il faisait nuit noire maintenant. Les lampadaires en bas se sont allumés. De l'autre côté de la rue, une femme âgée était assise sur un banc pendant que son golden retriever reniflait le trottoir. Une scène incroyablement ordinaire. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et j'ai envoyé un SMS à mon père. C'est l'heure. La réponse est venue moins d'1 minute plus tard. Compris. David et moi nous en occupons. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Non pas d'anxiété, mais de l'étrange adrénaline presque physique d'une clarté totale. Mes pensées étaient nettes, concises et tactiques. Que faut-il faire? Dans quel ordre? Comment exactement? Le lendemain matin, jeudi, j'ai rencontré David Lefebvre dans un café tranquille près d'un hôtel-boutique dans le quartier des Affaires. J'ai raconté la dispute de la veille, omettant calmement les détails émotionnels inutiles. Quand j'ai répété la demande d'Antoine de vendre mes bijoux pour financer sa vie, David n'a pas dit un mot. Il a juste légèrement haussé les sourcils une fraction de seconde, le regard d'un professionnel voyant ses pires hypothèses validées. David est allé droit au but. Sa situation, ce matin, est terminale. La banque a retiré la ligne de crédit. Son distributeur principal exige de l'argent comptant d'avance. Il ne l'a pas. Le propriétaire de l'entrepôt lui a signifié un avis de hausse de loyer. Il paie le supplément où il doit libérer les lieux et trouver un nouvel entrepôt, ce qui nécessite un dépôt massif et des capitaux logistiques qu'il n'a pas non plus. Selon mes prévisions, il lui reste 2, peut-être 3 semaines avant que les premières poursuites judiciaires des créanciers ne commencent à tomber. Une fois que cela commence, la spirale de la faillite est imparable. À moins que quelqu'un n'intervienne et le sorte d'affaire, ai-je déclaré. Exactement, a confirmé David. Mais il a brûlé ses ponts. Ses contacts d'affaires savent qu'il est radioactif en ce moment. Personne ne lui prêtera un centime sans garantie. Il est acculé de façon permanente. J'ai regardé par la fenêtre du café la rue animée de Paris. Mon visage était entièrement neutre. Pas de triomphe, pas de fierté, juste de l'observation. J'ai besoin d'un avocat spécialiste du divorce, ai-je dit. Le meilleur que vous connaissiez, pour les séparations litigieuses de patrimoine important. J'ai quelqu'un, a dit David instantanément. Un pitbull. Elle peut vous recevoir demain à 11h si cela vous convient. Cela me convient. L'avocate était une femme vive, impeccablement vêtue, au début de la quarantaine, qui parlait par points. Elle m'a reçu dans un bureau élégant surplombant la scène. Elle a écouté attentivement, n'a pas interrompu, et n'a posé que des questions très spécifiques et approfondies. Professionnelle, clinique, elle a examiné l'acte de propriété de l'appartement, les documents de fiducie de mes parents et les déclarations de revenus. Après 20 minutes, elle a livré la conclusion que je connaissais déjà mais que j'avais besoin d'entendre sur un papier à en-tête officiel. L'appartement est votre bien propre non marital. Il vous a été donné avant le mariage et le titre n'a jamais été mélangé. Il est entièrement immunisé contre la répartition équitable dans un divorce en France. Il n'y a aucun risque. De plus, vous n'avez signé aucune garantie d'entreprise pour son entreprise. Pas une seule, ai-je confirmé. L'avocate a hoché la tête et a exposé les étapes suivantes. Nous rédigeons la requête en dissolution du mariage. Nous la déposons. Nous lui notifions. Puisque la résidence est votre propriété exclusive, nous pouvons demander la jouissance exclusive du domicile conjugal s'il refuse de partir volontairement. C'est la procédure standard. Très propre. J'ai pris des notes dans mon agenda, m'émerveillant de la surréalité de la terminologie juridique. Dissolution du mariage, répartition équitable, jouissance exclusive. 7 ans d'une vie qui semblait ou avait du moins paru réelle se réduisait finalement à une pile de formulaires standardisés, de dates, de signatures et de tampons notariés. Ce n'était pas une tragédie.
C'était juste un fait que je regardais enfin sans ciller. Appelez-moi quand vous serez prête à passer à l'action, a dit l'avocate en me serrant la main. Je peux avoir les documents prêts en 48 heures. Vendredi soir, Antoine a réessayé. Cette fois, il n'y avait ni colère ni intimidation. Il parlait doucement. Il suppliait presque. Il a dit qu'il avait trouvé un prêteur privé qui prêtait à des taux élevés. Aucune banque impliquée, aucune garantie immobilière requise, juste une signature de garant personnel. Non, ai-je dit. Céleste, je t'en supplie. Non. Il est resté complètement silencieux. Il s'est levé et est allé dans la chambre d'amis. Une demi-heure plus tard, je l'ai entendu parler au téléphone. Chuchotements étouffés, frénétiques, désespérés. Puis un silence de mort. Pendant ces jours-là, Catherine Dubois avait cessé de répondre aux appels d'Antoine dès la première sonnerie. Parfois, elle ne rappelait pas du tout. Antoine l'a remarqué, mais il ne pouvait pas la confronter à ce sujet parce qu'il n'avait aucun levier. Leur dernière conversation avait été brève. Elle lui avait dit qu'elle était fatiguée d'attendre, que la clandestinité ne lui convenait plus et qu'elle avait besoin de sécurité. Antoine lui avait promis la sécurité en utilisant exactement les mêmes phrases creuses qu'il avait utilisées une douzaine de fois auparavant. Catherine avait simplement dit « d'accord » sur le ton d'une femme qui sait qu'absolument rien ne va s'arranger. Elle ne l'a plus jamais rappelé. Le samedi s'est déroulé dans un silence lourd et suffocant. Antoine a passé toute la journée dans l'appartement, faisant les 100 pas, fixant son téléphone, picorant sa nourriture. 2 fois, il est sorti sur le balcon et est resté là, fixant les rues de la ville avec les yeux vides et creux d'un homme qui était à court de mensonges à se raconter. Je travaillais sur mon ordinateur portable dans la chambre, ne sortant que pour aller à la cuisine. Nous avons à peine échangé un mot. Ce silence était différent du calme habituel du week-end. Ce n'était pas le silence de l'épuisement ou de la tension non dite. C'était le silence terminal absolu qui descend lorsque 2 personnes savent que c'est fini, mais qu'aucune n'a encore prononcé les mots à voix haute. Je pensais à la façon dont, en quelques jours, cet appartement serait de nouveau entièrement le mien. Je rentrerais chez moi et ce serait calme, mais un calme différent. Pas le silence anxieux d'attendre qu'une bombe explose, mais le silence paisible d'un espace qui vous appartient entièrement. Je ne voulais rien de plus que cela. Pour l'instant, il suffisait d'atteindre la fin du chemin qui avait commencé à Roissy 5 semaines auparavant. Lundi soir, j'ai appelé l'avocate et je lui ai dit de finaliser les documents. Ma voix était stable, dépourvue d'hésitation, la voix d'une femme qui avait fait son choix des semaines auparavant, et qui exécutait simplement la phase finale. Demain à 10 heures, tout sera prêt, a répondu l'avocate. Je l'ai remerciée, j'ai raccroché et je me suis assise dans le calme de ma chambre, fixant la porte close. Au-delà de cette porte se trouvait le salon. Antoine était assis là. Je pouvais l'entendre changer de chaîne de télévision sans but, faire une pause, changer à nouveau. Il ne regardait rien. Il essayait juste de remplir le silence avec du bruit. J'avais appris à le remarquer aussi. Mardi matin, je me suis levé tôt. J'ai préparé du café et je l'ai bu, debout à la fenêtre, regardant la ville s'éveiller en bas. Antoine dormait encore. Je me suis habillé avec mon blazer le plus chic, j'ai pris mon sac en cuir et je suis sorti de la porte comme n'importe quel autre mardi. Rien de spécial. À 10 heures, je me suis assise dans le bureau de mon avocate et j'ai reçu le dossier, une copie déposée de la requête en dissolution de mariage, l'acte de propriété de l'appartement, les documents de fiducie, tout soigneusement classé et organisé, signé, scellé et tamponné. L'avocate avait déposé l'original auprès du greffier du tribunal judiciaire de Paris ce matin-là. J'ai tenu le lourd dossier en papier cartonné et je l'ai regardé, pensant à nouveau à quel point il était étrange que cet an puisse tenir dans une pile d'1 centimètre de papier. Du bureau de l'avocate, je suis allé directement à l'hôtel où logeaient mes parents. Ils étaient revenus à Paris la veille au soir pour être là pour l'acte final. Robert a ouvert la porte de la chambre d'hôtel avant même que je ne frappe, comme s'il s'était tenu juste derrière. Sophie était assise près de la fenêtre avec une tasse de thé. Elle a levé les yeux, ses yeux pleins de cette force maternelle profonde et tranquille. Je suis entré et j'ai enlevé mon manteau. Je me suis assise sur le bord du fauteuil. La chambre sentait le café frais et le parisien. Mon père achetait toujours un journal physique lorsqu'il voyageait. De vieilles habitudes de ses jours à la mairie, il préférait commencer sa matinée avec de l'encre sur les doigts plutôt qu'un écran lumineux.
Certaines choses chez une personne ne changent jamais, ai-je pensé. Et c'est un réconfort. Ils m'ont serré dans leurs bras. Ce soir, ai-je dit simplement, mon père a hoché la tête. Je serai juste là avec toi dans la pièce mais à l'écart. Je n'interviendrai que si je dois le faire. Tu n'auras pas à le faire, ai-je répondu. Je peux le gérer. Je sais que tu peux, a dit Robert. C'est précisément pourquoi je serai juste là. Ma mère s'est levée, s'est approchée et m'a serré dans ses bras. C'était le genre de câlin que l'on donne à quelqu'un avant qu'il n'affronte une tempête. Serré, fortifiant, sans drame inutile. J'ai serré en retour une seconde, puis j'ai lâché. Es-tu prête, a doucement demandé Sophie. Je suis prête. Et c'était l'absolue vérité. Je suis retourné au bureau et j'ai travaillé tout l'après-midi avec un calme total et une concentration intense. J'ai terminé 3 rapports en attente, répondu à une douzaine de mails, pris un matcha latte avec une collègue à 15 heures et discuté de politique de bureau comme si toute ma vie n'allait pas exploser dans quelques heures. Personne n'a rien remarqué. J'étais passé maître dans l'art de ne pas montrer mon jeu. À 17h30, je me suis déconnecté, suis allé à ma voiture et suis allé à l'hôtel pour chercher mon père. Nous sommes rentrés à l'appartement en silence. Robert a regardé par la fenêtre du passager les embouteillages de l'heure de pointe. Je conduisais avec une facilité exercée, repassant les mots dans ma tête. Gardez les choses simples. Pas de discours dramatique, juste les faits. Antoine se tenait dans la cuisine, fixant son téléphone, quand j'ai déverrouillé la porte d'entrée. Il a levé les yeux, puis il a vu Robert entrer derrière moi. Quelque chose dans le visage d'Antoine a immédiatement changé. Ce n'était pas de la peur exactement. C'était l'hypervigilance d'un escroc acculé. Réalisant que lorsque votre beau-père se présente sans prévenir, le jeu est terminé. Robert, a dit Antoine, essayant de forcer un ton de surprise décontracté. Je ne savais pas que vous étiez en ville. J'étais en ville, a répondu mon père d'une voix douce. Il n'a pas offert de poignée de main. Il a dépassé Antoine pour aller dans le salon et s'est assis dans le fauteuil près de la fenêtre, complètement détendu, comme un homme qui avait tout le temps du monde. Je suis resté debout dans la cuisine, directement en face de l'îlot, face à Antoine. Nous devons parler, ai-je dit. J'écoute, a-t-il répondu. Bien que son arrogance ait complètement disparu de sa voix, il a déporté son poids nerveusement. Je sais pour Roissy, ai-je dit. J'étais là il y a 5 semaines. Je t'ai vu et la femme blonde arriver ensemble. Antoine n'a pas répondu immédiatement. Il s'est figé une fraction de seconde, ses yeux fuyant alors que son cerveau tentait désespérément de passer en revue ses options. Nier, expliquer, attaquer. Il a choisi la première. C'est une collègue. C'était un voyage d'affaires. Nous étions juste sur le même vol. Tu l'as embrassé sur la bouche dans le hall des arrivées, ai-je déclaré. Tu as porté son sac. Vous êtes montés dans un VTC ensemble. Silence. Mes parents se tenaient juste à côté de moi, ai-je ajouté. Pas de colère, pas d'amertume, juste l'énoncé des preuves. Ils ont vu tout ce que j'ai vu. Alors, évitons le récit du voyage d'affaires. Antoine a lentement posé son téléphone sur le comptoir en marbre. Il m'a regardé, les rouages désespérés dans sa tête s'arrêtant finalement. Il n'y avait rien à faire. Il a juste regardé. Je sais que son nom est Catherine Dubois, ai-je poursuivi. Elle travaillait en magasin dans ta succursale du nord de Paris. Et je sais que ça dure depuis bien plus d'1 mois. Plus de silence. Je sais aussi pour ton entreprise, ai-je dit. Ma voix n'a pas tremblé. Je sais pour les fournisseurs en gros qui t'ont coupé. Je sais pour la banque qui a retiré ta ligne de crédit. Je sais que l'investisseur providentiel s'est retiré. Je sais exactement à quel point tu es dans le rouge, et je sais exactement ce que tu essayais de me faire. Ces 5 dernières semaines, l'intérêt soudain pour nos finances familiales, la pression pour utiliser l'appartement, me demander de co-signer un prêt, exiger que je vende mes bijoux. Céleste, m'a-t-il interrompu, la voix tendue. Je n'ai pas fini, les jeux coupés, tranchant sa protestation avec une précision chirurgicale. J'ai déposé une requête en dissolution de mariage ce matin. Le tribunal a les documents. Cet appartement est ma propriété exclusive. Je le possédais avant de te rencontrer, et l'acte n'a jamais été mélangé.
Tu le sais. Je te demande de faire tes valises et de quitter cet appartement dans l'heure qui suit. Antoine m'a regardé. Le choc s'est rapidement estompé, remplacé par une fureur froide et vicieuse. La rage d'un narcissique réalisant qu'il a été déjoué. Tu as planifié ça, a-t-il sifflé. Tu penses que je ne vois pas ce qui s'est passé ces dernières semaines? Sa voix est devenue plus forte, plus méchante. Les fournisseurs, le propriétaire de l'entrepôt, l'investisseur qui se retire. Rien de tout cela n'était une coïncidence. Ton père a utilisé ses vieilles relations parisiennes pour me saboter. Prouve-le, a dit Robert depuis le fauteuil du salon. C'était prononcé doucement, sans un soupçon de défi. Une invitation. Antoine a tourné la tête pour fixer l'homme plus âgé. Il a regardé Robert longtemps, la mâchoire si serrée qu'un muscle tressaillait dans sa joue, mais il s'est retourné parce qu'il n'y avait absolument rien qu'il puisse prouver. Les créanciers avaient pris leurs propres décisions indépendantes basées sur des données réelles. L'investisseur avait effectué son propre audit. Le propriétaire avait calculé son propre risque. Personne n'avait fait quoi que ce soit d'illégal. Le monde financier s'était simplement réveillé à la réalité qu'Antoine avait cachée. M'as-tu entendu, ai-je répété. Si tu ne pars pas volontairement tout de suite, je demanderai à mon avocate de déposer une requête d'urgence pour la jouissance exclusive de la propriété, et le shérif t'escortera. J'ai le droit légal de le faire. Antoine est resté figé dans la cuisine. Pendant un long moment, le seul son était le bourdonnement du réfrigérateur. Puis, il a attrapé ses clés sur le comptoir et a foncé dans la chambre. Il a claqué la porte, pas violemment, mais assez fort pour marquer le coup. Je me tenais au milieu de la cuisine, écoutant ses pas lourds sur le parquet. Puis le silence. Mon père s'est levé du fauteuil et s'est approché de moi. Il ne m'a pas serré dans ses bras. Il n'a pas offert de grandes paroles de sagesse. Il est juste resté épaule contre épaule avec moi. Et c'était exactement suffisant. Antoine a mis 1 heure à faire ses bagages. Il a traversé l'appartement par à-coups colériques et erratiques. Il a fourré des vêtements dans un grand sac de sport en toile, a pris des dossiers de son bureau à domicile, a jeté ses chargeurs et ses rasoirs de la salle de bain dans une trousse de toilette. Je me suis assise sur le canapé du salon, lisant un magazine, ou du moins faisant semblant. Mon père est resté dans le fauteuil, l'expression détendue d'un homme attendant un vol retardé. Aucun de nous n'a interféré. Aucun n'a offert de commentaires sarcastiques. Nous étions 2 personnes qui comprenaient fondamentalement que lorsqu'un ennemi bat en retraite, on le laisse faire ses bagages en paix. J'ai écouté les sons familiers. L'ouverture et la fermeture des portes de placard. Le claquement d'un loquet de mallette. Le bruissement des sacs de nettoyage à sec en plastique. Des bruits ménagers quotidiens ordinaires que j'avais entendus pendant 7 ans. Maintenant, ils portaient le poids de la finalité. Les fins sont rarement cinématiques. Elles se produisent juste. Quand Antoine a finalement traîné ses sacs jusqu'à la porte d'entrée, il s'est arrêté, la main sur la poignée. Il s'est retourné et m'a regardé. « Tu penses que tu as gagné ?» a-t-il craché. « Je pense que j'ai protégé ce qui m'appartient », ai-je répondu d'une voix égale. Ce n'est pas une victoire. C'est juste le résultat. Il a ouvert la porte et est sorti. La lourde porte s'est refermée derrière lui. J'ai lentement baissé le magazine que je ne lisais pas. Je suis resté dans le silence absolu de mon salon pendant longtemps. Mon père ne m'a pas poussé à parler. 20 minutes plus tard, la serrure a cliqué. Ma mère est entrée avec la clé de rechange que je lui avais donnée plus tôt. Sophie est allée à la cuisine, a mis une bouilloire sur la cuisinière pour le thé, et est venue s'asseoir à côté de moi sur le canapé. Tous les 3, nous avons bu du thé alors que le soleil se couchait derrière l'horizon de Paris. C'était ce moment spécifique du soir où la ville passe de l'énergie frénétique de la journée de travail à la lueur électrique de la nuit. Pendant quelques minutes, tout reste suspendu dans un calme doré difficile à décrire, mais universellement compris. Personne n'a parlé de quoi que ce soit de sérieux. Mon père a demandé si nous avions du bon pain à la maison. Ma mère est allée au réfrigérateur vérifier s'il y avait de la charcuterie. J'ai regardé par la fenêtre du sol au plafond, m'émerveillant de la bizarrerie des mécanismes de la vie. Le chapitre le plus dévastateur et monumental de ma vie d'adulte venait de se terminer et il s'est conclu par du thé, le silence et une question sur le pain. Il n'y avait ni trompette, ni monologue cinématographique dramatique. On continue juste à vivre.
On est juste un peu différent maintenant, un peu plus honnête et infiniment plus libre. Au cours des semaines suivantes, tout s'est déroulé exactement comme David l'avait prédit. Les créanciers d'Antoine, réalisant qu'il n'y avait pas de réserve d'argent caché ni de femmes riches pour le tirer d'affaire, sont passés à l'offensive. Un fournisseur a intenté une action en justice pour rupture de contrat. Un autre a suspendu toutes les expéditions jusqu'à ce que les arriérés soient payés. 2 des 4 succursales ont fermé en un mois. L'inventaire s'est tari. Il n'a pas pu payer le loyer de l'entrepôt de banlieue, il a donc été expulsé. Contraint de louer un camion pas cher pour déménager le stock qui lui restait chez un liquidateur, essayant désespérément de le vendre pour des centimes d'euros. Catherine a quitté son emploi dans son magasin. 2 semaines plus tard, la dernière succursale d'Antoine a fermé ses portes définitivement. À ce moment-là, Catherine l'avait complètement ignoré. Elle avait déjà mis à jour sa photo de profil sur les réseaux sociaux. Elle se tenait sur un bateau sur le lac Léman, son bras autour d'un autre homme plus âgé, impeccablement habillé. C'était parfaitement clair, ne nécessitant aucune autre explication. Elle n'était de toute façon pas du genre à s'expliquer. Pourquoi s'embêter quand les résultats parlent d'eux-mêmes? Antoine m'a envoyé des SMS quelques fois pendant les retombées. D'abord, il a essayé de négocier. Puis, il a envoyé de longs paragraphes décousus remplis de reproches et de venin. Finalement, il est resté silencieux. Mes réponses étaient strictement gérées par mon avocate, limitées entièrement à la logistique du divorce, date d'audience, divulgation financière, renonciation signée, rien de plus. Le divorce s'est déroulé sans procès. Lors de l'audience finale via Zoom, le juge a posé les questions standards. Les 2 parties ont convenu que le mariage était irrémédiablement brisé. L'appartement a été légalement confirmé comme ma propriété propre. Puisque l'entreprise d'Antoine était un passif plutôt qu'un actif, il n'y avait rien à diviser de ce côté-là. L'intégralité de notre patrimoine conjugal de 7 ans s'élevait à moi gardant les meubles du salon et Antoine gardant sa voiture de location. C'était tout. En sortant du palais de justice de Paris, je me suis arrêté sur les marches en béton. Ma mère et mon père se tenaient à côté de moi, me laissant quelques mètres d'espace, me laissant respirer. Le soleil vif de l'automne brillait. Il ne faisait pas chaud, mais la lumière était incroyablement vive, le genre de lumière perçante et claire qui traverse le vent de la Seine et semble entièrement honnête. J'ai incliné mon visage vers elle pendant une seconde. J'ai senti la chaleur, légère, mais indéniable. J'ai réalisé que c'était le début de quelque chose d'entièrement nouveau. Ce n'était pas une explosion soudaine de joie ou un soulagement écrasant. C'était simplement le premier jour où ma vie m'appartenait entièrement à nouveau. Je me suis tourné vers mes parents. C'est fait, ai-je dit. C'est fait, a confirmé Sophie, tendant la main pour me serrer la main. Mon père n'a rien dit. Il s'est juste avancé pour marcher à mes côtés, calme, stable, inébranlable, tout comme il l'avait été ce soir-là à Roissy quand il m'avait posé la main sur l'épaule et avait dit « Donnons-lui une leçon ». Il n'avait pas agi par vengeance. Il avait simplement privé un parasite de sa capacité à survivre en se nourrissant de ma confiance. Ce n'était pas une punition. C'était une protection. Une distinction subtile, mais qui signifiait tout. Céleste Renaud a descendu les marches du palais de justice, flanquée de son père et de sa mère. Je ne pensais plus aux 7 dernières années. Je pensais à ce que serait cette nuit dans mon appartement. Calme, le mien, complètement dépourvu de la tension et des mensonges de quelqu'un d'autre. Juste la soirée, juste le calme, juste ma propre vie qui n'appartenait enfin à personne d'autre qu'à moi-même.